Alors, notre invité aujourd'hui a, on pourrait dire, beaucoup moins de brou dans le toupette depuis quelques années. Marc Messier, est-ce que vous avez senti comment je soulignais le mot brou pour faire un effet? Je m'excuse, hein, c'est déjà en partant, je vais m'excuser parce que c'est dans mon contrat. Je dois faire au moins une blague poche par entrevue. Ah, OK. Sinon, on a des plaintes à n'en plus finir. Je me suis dit, je vais régler ça en partant avec vous. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Quel genre de, quel genre de confinement vous avez vécu, vous vivez peut-être encore? Moi, j'ai eu un confinement, je peux dire, il y a eu un côté positif quand même. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu beaucoup de temps. J'ai toujours été pas mal à la course parce que j'ai eu des enfants, à peu près tout, j'en ai encore d'ailleurs, mais puis j'ai travaillé beaucoup. Alors que tout arrête à un moment donné, ça m'a comme rendu service un peu. Alors, j'ai eu du temps pour m'occuper des enfants, du temps pour rien faire. Hmm. Et j'ai bien aimé ça, ce côté-là. D'ailleurs, moi, je prépare un spectacle que je travaille à l'écriture de ce spectacle-là que je vais faire l'an prochain, si tout se passe bien, Ouais. qui est un spectacle solo. Hmm. Et donc, j'ai travaillé beaucoup, j'ai eu beaucoup de temps pour travailler à l'écriture de ça. Je me suis avancé, d'ailleurs, j'ai à peu près fini la première version. Et par contre, la vie sociale qui s'est arrêtée, c'est devenu carrément plate à un moment donné. Ouais. Parce que, tu sais, les cinémas étaient fermés, les théâtres étaient fermés. Moi, j'aime beaucoup sortir, aller dans un restaurant, tout ça. La vie sociale avec les amis, c'était Ouais. à peu près fini. Moi, j'étais dans le grand confiné, étant donné que j'ai 70 ans et plus. Ouais. Et ça a été un peu difficile. À un moment donné, On a beau aimer les enfants, ouais, à un moment donné, c'est le fun de voir d'autres personnes aussi. ouais, c'est ça. Ça fait qu'il y a eu un apprentissage de la vie un peu plus solitaire, mais bon, non, ça a été, il y a eu des côtés positifs, mais le côté social qui a été le plus difficile. Il n'y a pas grand monde qui pouvait s'attendre à vivre une expérience comme ça, ni à ce moment-ci, ni en aucun temps. Ouais. Diriez-vous que ça a changé quelque chose dans votre rapport ou votre regard sur la vie, sur le travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous pendant cette période-là? Bien, tout le côté consommation qui est un peu arrêté, Hmm. je me suis aperçu, moi, qu'il y a certaines choses comme je consommais beaucoup. Tu sais, j'allais justement beaucoup dans les restaurants, mais dans des restaurants, je me suis aperçu que ma carte de crédit était diminuée de moitié Ah oui. à chaque mois. Ça fait que je me suis dit, il y aurait quelque chose à retenir un peu de ça. Mais c'est ça, peut-être, ce côté-là, il y a beaucoup de... J'ai marché beaucoup plus, j'ai fait beaucoup de choses vraiment bien pour la santé, plus Ouais. que le fait d'avoir du temps, le fait de... Les relations avec les gens étaient plus aussi détendues. Il y a tout ce côté-là aussi qui était bien intéressant. C'est sûr que moi, je suis dans une situation privilégiée, étant donné que tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui a 30 ans, qui est en plein élan, surtout dans le métier qu'on fait, où il y a une insécurité qui fait partie du métier. Ouais. Alors, moi, je n'avais pas ce côté-là, puisque, bon, je peux arrêter de travailler demain matin, puis m'en vendre 2, 3 bicycles, puis ça va être correct, tu sais. Mais je pense aux jeunes comédiens, ou même aux jeunes qui se lancent dans la vie. Moi, jeune fille qui a 35 ans. Alors, c'est plus difficile, beaucoup plus pour eux autres, parce que là, bon, tout comme est arrêté. Il y avait des problèmes financiers aussi, tu sais. Alors, non, il y a tout ce côté-là. Mais moi, je fais partie un peu des privilégiés. Ouais. Et je m'en suis aperçu beaucoup à ce moment-là. Ça met ça en relief. Hein? Oui, c'est ça. Quel genre de lecteur? Êtes-vous un grand lecteur? Pas nécessairement dans le sens que vous avez tout lu, mais est-ce que vous lisez beaucoup? Moi, je lis à peu près tout le temps. Oui. J'ai toujours un livre je suis toujours en train de lire un livre. Et j'essaye toujours de le finir. Avant d'entamer autre chose? Même à mon... Ouais, c'est comme... je ne sais pas. Moi, j'ai étudié en lettres à l'Université de Montréal à une époque dans ma vie. Alors, donc, j'ai toujours gardé ce goût-là. J'ai été allé étudier en littérature parce que j'aimais beaucoup la littérature. Ouais. Mais, j'ai toujours gardé ce goût-là.
de la lecture, de connaître les auteurs, tout ça. Alors, ouais, j'ai toujours un livre, moi, que je lis. Et des fois, même si rendu à la page 80, je me dis non, c'est pas bon. Je continue quand même pour, je ne sais pas, je ne suis pas capable de laisser un livre sans aller au bout. D'accord. Puis quel genre de lecteur vous êtes? Qu'est-ce que vous cherchez dans un livre? Moi, je lis à peu près exclusivement des romans. D'accord. Des romans. J'ai eu une période dans ma vie, j'ai lu beaucoup de romans avec des intrigues policières, genre, par exemple, j'ai lu tous les livres de Henning Mankell, j'ai lu tous les livres de Jean-Christophe Granger, j'ai lu pas mal de livres de Joe Nesbo. J'ai eu une période où j'ai beaucoup ça, parce que souvent aussi, je lis parce que je cherche aussi des livres à adapter. Ah oui. Au cinéma. D'accord. Ouais, des fois, si je tombe sur un rôle, par exemple, ça m'est arrivé souvent, mais ça n'a jamais marché. Mais ça m'est arrivé de lire un livre, puis de dire, ah, ça serait intéressant. De le porter à l'écran. Ouais, mais c'est très compliqué. Il faut que tu trouves un producteur, faut que tu l'adaptes. Et puis, bon, moi, adapter un roman, je n'ai pas cette compétence-là, vraiment. D'accord. Mais c'est ça. Donc, puis après ça, là, de ce temps-là, je suis revenu à des livres, beaucoup des intrigues amoureuses. Par exemple, je vais lire les livres de Douglas Kennedy, un auteur américain, Philip Roth. Dernier coup de cœur, ce serait quoi? Bien, le dernier livre que j'ai lu, c'est de Douglas Kennedy, qui s'appelle Isabelle l'après-midi. D'accord. Qui est un livre qui se passe, ça se lit très bien, c'est une intrigue amoureuse. Il écrit très bien, cet auteur-là, je ne le connais pas tant que ça. Il a écrit à peu près, je te dirais, une bonne quinzaine de romans. Puis ce roman-là donne envie de lire les autres? Oui, curieusement, j'en avais d'autres dans ma bibliothèque, puis je les ai sortis. Okay. J'ai dit, tiens, c'est vrai, j'avais acheté ça, puis je ne l'avais pas lu encore. Puis là, j'ai recommencé à lire un autre livre de lui. Ça se lit très bien là, en confinement parce que c'est des histoires d'amour et c'est bien intéressant. On le sait, si un jeune, par exemple, va avec l'école au théâtre et qu'il n'aime pas la pièce, il va être moins enclin d'y revenir plus tard au théâtre. Je pense que ça doit être la même chose avec les livres. Est-ce que vous avez un souvenir jeune d'un ou de quelques livres qui vous trouvez après coup que ça a certainement contribué au fait que vous aimez la lecture? Oui, j'ai commencé, mais je ne me rappelle pas exactement des autres. Mais moi, je lisais quand j'avais 12 ans, je lisais les Marabouts Juniors, L'Ombre Jaune, les Bob Moran. Aventure et compagnie. J'ai tout lu ça. Moi, je lisais ça. Moi, j'ai commencé à lire des livres, j'avais à peu près 13 ans quand je suis allé au collège. Avant, donc ça, c'est autour de 1800... 1847, juste avant les événements de Saint-Denis. Oui, c'est ça. Non, un peu après. Ouais. Non, c'est ça. Avant, au primaire, tout ça, je ne lisais pas beaucoup. En fait, je jouais exclusivement au hockey, au baseball et toutes ces choses-là. Et quand je suis arrivé au secondaire, là, j'ai fait ce qu'on appelle à l'époque le cours classique. Et je ne remercierai jamais assez l'orienteur qui m'a envoyé là, parce que moi, j'y suis allé. Ma grosse motivation, c'est que l'école avait l'aréna le mercredi après-midi. Et je trouvais ça formidable. Mais je suis arrivé là, et là, je me suis ouvert à toute la culture, si on veut. J'ai commencé à lire au contact aussi de d'autres étudiants. Moi, ça a été comme une deuxième naissance quand je suis arrivé là. Vraiment, là, j'ai un vrai coup de cœur. Oui. Le sport est tombé un peu deuxième, et puis là, je me suis mis à me cultiver. J'ai commencé plus tard, quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai commencé à m'intéresser à ça. La première fois que j'ai fait du théâtre, là, je suis tombé sur le dos tellement j'aimais ça. Je flottais littéralement. Je me rappelle la première fois que je suis monté sur scène dans un cours d'anglais où le professeur nous avait demandé d'apprendre un monologue d'une pièce la pièce d'Hamlet de Shakespeare. Et moi, j'avais appris le monologue du père qui se sent coupable d'avoir tué son frère par amour pour sa belle-sœur.
Et j'avais fait le monologue, et là, je suis sorti de là, j'ai été transporté totalement. Puis, en tout cas, j'ai commencé comme ça à me cultiver. Ouais. Puis là, j'ai commencé à lire à ce moment-là. Puis j'ai lu beaucoup, beaucoup de... Je lisais des romans d'aventure. Quand est-ce que j'ai commencé à lire sérieusement? Bien là, j'ai commencé à étudier les auteurs aussi. Alors, moi, j'étais très attiré dans les cours de français. À cette époque-là, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, on étudiait Camus, Sartre, André Malraux, André Gide, tous les auteurs français importants du 20e. Puis après ça, ben là, quand je suis allé à l'université en lettres, j'ai commencé à étudier Flaubert, Balzac, tous les grands auteurs français. J'ai beaucoup lu Baudelaire. J'ai commencé à travailler. En fait, je faisais beaucoup de théâtre. Puis, à un moment, j'étudiais en littérature, mais j'y allais vraiment. C'était comme un passe-temps. J'étais inscrit à l'université, mais je faisais beaucoup de théâtre à côté, avant de carrément décider d'aller dans une école de théâtre pour devenir comédien. Mais j'avais fait un travail sur Baudelaire et je passais mon travail sur Baudelaire. Je l'ai passé, je pense, 2-3 fois. Et j'avais une grosse note à un moment donné, puis ailleurs, à l'université, oups, j'avais une note, mais c'était le même travail. J'avais trouvé ça bizarre, je m'étais dit, coudonc. J'avais tout le monde dit, écoutez, j'ai déjà eu une très bonne note pour ce travail. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'aimais beaucoup la littérature et j'aime toujours beaucoup la littérature. Vous avez été gâté parce que vous avez joué beaucoup de Régent Tremblay. Oui. Oui, ça c'est après Balzac. Après Balzac. Mais blague à part, vous avez parlé tantôt d'un roman qui serait une bonne lecture en ce moment, dans un temps de confinement. Est-ce que dans tout votre répertoire de ce que vous avez lu dans la vie, est-ce qu'il vous viendrait un roman, vous dites, il me semble que si j'avais quelque chose à découvrir en ce moment, là, ça me ferait du bien de lire ça actuellement. Bien, moi, je conseillerais aux gens qui n'ont pas lu Henning Mankell, qui est un auteur extraordinaire. Moi, si j'étais un auteur, mettons, ça doit être extraordinaire d'ailleurs d'être un auteur, d'écrire des livres et d'avoir du succès. Ouais. Parce que tu peux rester chez vous puis écrire, puis tu peux écrire partout dans le monde, tu peux écrire, en tout cas, bref, peut-être que je vois ça un peu, mais c'est jamais aussi facile que ça, là. Effectivement. Parce qu'il faut que tu te fasses publier, puis il faut que tu aies des lecteurs aussi, tu sais, Non, mais je conseillerais aux gens de lire un ça. roman en particulier qui vous vient en tête? De lire? Peut-être, moi j'avais commencé avec celui, comment ça s'appelle donc? Comment ça s'appelle? Il faudrait que j'aie la liste de ces titres-là. Parce que souvent, on oublie les titres. Mais on ne peut pas se tromper avec cet auteur. Henning Mankell, non. N'importe lequel de ses romans. Puis après, il a écrit des romans un peu plus sérieux que des romans policiers, comme Les chaussures italiennes, Les bottes suédoises. Il a donné beaucoup dans le soulier après. Vous-même, donc, vous donnez dans l'écriture en ce moment, vous l'avez dit, pour un one-man show. Ouais. D'où est-ce que c'est venu, cette envie-là? Et est-ce que c'est le début d'une carrière d'auteur ou c'est vraiment un projet spécifique? C'est un projet un peu spécifique. C'est quelqu'un qui m'a proposé ça. C'est un producteur, François Roson et Vincent Gagné, qui sont les producteurs de la série Boomerang, dans laquelle j'ai joué. Puis à un moment donné, François me dit, il dit, as-tu déjà pensé à faire un spectacle solo? J'ai dit oui, mais tu sais, j'ai toujours été bien occupé, tout ça. Mais il m'a proposé ça, puis là, tout à coup, je me suis dit, tiens, gardons, parce que j'aime beaucoup faire des choses que je n'ai jamais fait maintenant, des choses nouvelles. Alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Puis ça m'a toujours attiré. Moi, quand j'ai vu, mettons, Yvon Deschamps dans l'Hostie Show en 1969, je pense, ou 70, j'ai eu comme un choc, vraiment. D'abord, surtout pour Yvon Deschamps, qui a un peu changé le style d'humour ici au Québec. Tout à fait. Qui a amené ça dans un... Il y avait un côté social qu'il n'y avait pas avant. Et quand je l'ai vu, j'avais 19-20 ans, puis je me suis fait « Ah! » J'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est plate parce que lui, il le fait, donc il n'y a plus personne qui va pouvoir le faire après.
Et de ce coup, ça m'a un peu trompé, puisqu'après, il y a eu l'école de l'humour. Donc, ça m'était resté un peu, bon, j'ai fait une école de théâtre, puis je suis devenu comédien, puis j'ai été bien content, puis je le suis toujours. Mais à chaque fois, quand j'avais un creux un peu, je ramassais des idées, je me disais, ah, je pourrais faire un monologue là-dessus. Mais c'est un peu ça que je fais. Moi, c'est un peu comme des monologues, c'est plus raconter des événements. Ce serait de l'humour teinté de théâtre, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est une approche beaucoup plus théâtrale que, mettons, juste du stand-up, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Puis bon, c'est une autre forme. Mais moi, c'est plus une approche théâtrale. Je suis plus dans un personnage, si on veut, qui est moi, où je parle un peu de ma vie, mais c'est toujours dans un espèce. Je me mets en scène, en fait. Même qu'à un moment donné, je parle avec des gens, c'est carrément des scènes où je joue, je parle à quelqu'un, je fais question-réponse, je parle avec un autre qui arrive, où je fais les différents personnages de la scène aussi. Donc, alors, écoute, je suis en train de travailler là-dessus. Oui. On verra bien ce que ça va donner, mais... Ça vous arrive de vous ennuyer de Brou? Je veux dire, il me semble que vous avez arrêté juste au moment où ça commence à être bon. Ah non, c'était bon bien avant. Oui, je sais. Mais ça vous arrive où c'est bien, c'est parfait, le chapitre est fermé, c'est très bien? C'est très bien, le chapitre est fermé. Oui. Ouais. Moi, je n'ai à peu près jamais repensé à Brou. Ceci dit, je vois Marcel et Michel, mes deux camarades, vieux camarades de Brou. On s'est vus encore récemment, là, et on n'arrête pas de rire. Écoute, on a tellement de souvenirs. Oui. Non, Brou, ça a été extraordinaire, de A à Z. On a commencé dans un petit théâtre qu'on avait mis sur pied, on a bâti la scène, on a écrit des bouts du spectacle, on a commandé des textes à des auteurs qui débutaient un peu, Claude Meunier, Louis Saillat à l'époque. On était tout un groupe. Ça a été fait modestement au début, puis finalement, ça s'est mis à marcher. Le théâtre nous appartenait, donc on se mettait à l'affiche. Il y avait une queue sur le boulevard Saint-Laurent devant notre petit théâtre qui contenait 65 places. Et finalement, après, ça a été l'histoire qu'on connaît plus, c'est-à-dire qu'on s'est mis à jouer dans les grandes salles, puis qu'on a joué 38 ans, 3322 représentations. Quand même. Devant presque 3 millions de personnes. Alors, c'est une histoire qui a été extraordinaire de A à Z. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a arrêté avant que ça devienne fastidieux. D'accord. Et ce qui était bien dans toute cette histoire-là, c'est que c'est nous qui décidions des choses, puisqu'on était producteurs. Donc, on faisait nos horaires. Donc, et ça arrive à peu près jamais. Tu sais, on est toujours à l'emploi d'un producteur, où il y a toujours quelqu'un qui nous dit, bon, ça. Nous, on s'entendait les trois. Brou, c'était toujours notre premier horaire. D'accord. Donc, tout ce qui était après venait après Brou. Le cinéma ou les téléséries. C'était placé autour. Oui, c'est ça. Donc, c'était une histoire extraordinaire. Et le 22 avril, je pense, 2017, on a fermé le livre. Moi, je l'ai rangé. Puis, j'y ai jamais repensé. Formidable. Ça a été extraordinaire. Après ça, j'ai fait La mort d'un commis voyageur. Oui, c'est ça. Et après ça, je me suis dit, quand j'ai fini ça, je me suis dit, maintenant, je vais essayer, si ça se peut, faire des choses qui sont très différentes. Il y a eu 9 titres provisoires aussi. Oui, 9, exactement. Un beau projet également. Oui, ça, c'était extraordinaire. 9, c'est une bonne pièce. On devait la jouer 32 fois partout au Québec ce printemps, mais à cause de la pandémie, on l'a joué une fois. Wow! Mais c'était extraordinaire parce que c'est un spectacle avec une structure très particulière et ça marchait partout. On l'a joué à Québec avant, 2-3 fois dans le cadre de Rideau, là, qui est un... En tout cas, on l'a fait 2 représentations au festival à Québec et puis on l'a joué à Montréal-Nord. Le monde aimait ça. On parlait de la mort, du vieillissement, etc. Et moi, l'idée aussi du spectacle solo, je faisais un monologue où je discutais avec mon ego. Dans 9. Dans 9, d'accord. Et je suis parti de ce monologue-là.
Et je travaille d'ailleurs avec Louis Saya et Manny Solomon-Lou, qui a fait la mise en scène de Neuf. Sur le One Man Show. Oui, qui va faire la mise en scène du spectacle solo. Et Louis aussi, qui est un vieux complice avec qui je travaille. Je vais devoir vous laisser, mais X est malaisant, mais j'ai promis. Écoutez, il y a quelques jours, on avait Marc Labrèche en entrevue et il m'a fait promettre de vous dire ceci. Alors, il entend dire des choses à votre sujet. Hein? Il voudrait juste savoir ce qui est vrai dans ce qu'il entend. Et il fait dire que si vous avez besoin d'aide, il est là. Hein? Alors, j'ai rarement vu quelqu'un capable de partir des oui-dire inutiles avec un tel talent. Comme j'ai espoir qu'il regarde cet entretien, auriez-vous quelque chose à lui dire en retour? Et qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, qu'il entend dire des choses à votre sujet, puis que si vous avez besoin d'aide, il est là. Ah, bien, je dirais à Marc que c'est très gentil de sa part, très généreux, et que probablement j'aurai recours à ses services bientôt. Parce qu'effectivement, c'est pas si facile que ça. Même s'il est cher, hein, il va avoir de vos nouvelles. Écoute, son prix sera le mien. Bon. Alors, le Courrier du Cœur et compagnie, c'est nous maintenant. Marc Messier, merci d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt, oui.